Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie qui s'intitule donc principe fondamental de la dynamique. Et donc on va voir donc ce qu'on appelle ce principe fondamental de la dynamique. Ça s'appelle aussi parfois deuxième loi de Newton. Et donc en fait cette loi de Newton va nous permettre d'avoir accès à tous les mouvements qui existent dans l'univers. Alors en fait, vous savez que si un objet va passer par exemple de quelque chose d'immobile en mouvement, c'est quoi? La seule chose qui existe, c'est la possibilité, c'est de lui appliquer des forces. Et donc quand on connaît la somme des forces, et qu'on a vu la dernière fois la résultante des forces, on va pouvoir comprendre quel va être son mouvement. Alors en gros, si vous appliquez une force à un objet, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une variation de vitesse. Sa vitesse va changer. Et une variation de vitesse, c'est quoi? C'est une accélération. Hein, Par contre, cette accélération, elle va dépendre de la masse de votre objet. Si vous appliquez la même force à un objet lourd ou un objet léger, il n'y aura pas le même mouvement. Donc en gros, ce principe, il est tout simple, mais son application est assez complexe. On vous dit donc soit un système modélisé par un point matériel, donc c'est ce qu'on fera tout le temps, nous sera un point. La somme vectorielle des forces exercées sur ce point, somme des forces, qu'on appelle aussi la résultante des forces, est égale au produit de la masse du système, pas le vecteur accélération A, de son centre de masse dans un référentiel galiléen. Alors, ici, un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui est soit immobile, soit en translation rectiligne uniforme. Donc, on va pouvoir dire que, la somme des forces, je vais écrire en bleu, c'est mieux. Donc, la somme des forces, ou on appelle aussi résultante des forces, est égale à la masse de votre objet fois son accélération. Alors, souvent, mais on va pas le faire ici, je fais une petite précision quand même. En fait, ici, il s'agit de la somme des forces extérieures appliquées à votre système. Et souvent, le A, on va dire qu'en fait, c'est le centre de gravité qu'on va noter G ici. Alors nous, ça ne changera rien puisqu'on va toujours utiliser considérer un objet comme ponctuel. Et puis en fait, elle est vraie aussi uniquement si votre masse ne varie pas. Si votre masse est constante, tout ça, ça ne change rien. Donc moi, je vais le mettre plutôt comme ceci. Voilà, comme on avait fait jusqu'à présent, comme ça on en est sûr. La plupart du temps, je vous ai dit, comme nous on sera dans un mouvement rectiligne uniforme, ça va se dérouler que dans une seule dimension. Donc on va dire qu'en fait, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On va pouvoir s'affranchir des notations vectorielles, mais il faut toujours avoir l'esprit que c'est un vecteur. Donc ici, nous comme on sera dans un mouvement rectiligne, la somme des forces sera égale à la masse fois l'accélération. Alors, deux cas vont se présenter. En gros, soit on va vous donner l'accélération, la masse sera toujours donnée évidemment, donc soit on va vous donner l'accélération, il faudra en déduire la résultante des forces, soit le contraire, on va vous donner la résultante des forces et il faudra en déduire l'accélération. Donc je vais prendre deux cas. Premier cas, c'est par exemple, c'est détermination de l'accélération lors d'une chute libre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chute libre? C'est quand vous prenez un objet et que vous le laissez tomber, il est en chute libre. Alors par contre, chute libre, ça veut dire qu'il n'est soumis uniquement qu'à son poids. Ça veut dire qu'on va négliger toutes les autres forces, même les forces de frottement, on va dire qu'il n'est soumis qu'à une seule force, c'est son poids. Donc on dit qu'il est en chute libre, donc si il est soumis, qu'à son poids, soumis à un S, pardon, qu'à son poids, j'écris pas bien, qu'à son poids, P majuscule. Et P égale quoi? En fait, P égale M fois G. Alors qu'est-ce que c'est que ce G? G, en fait, c'est ce qu'on appelle parfois l'accélération du champ de pesanteur ou l'intensité du champ de pesanteur. En fait, quand vous êtes sur Terre, imaginons ici, alors ça vous faites pas évidemment, imaginons que je sois sur Terre, donc là c'est le sol. Si je prends un objet ici, son poids, qui devrait être un petit peu mieux fait que ça, doit être vertical. Donc il doit être comme ceci. Son poids, en fait, vous êtes tout autour de vous, vous avez ce qu'on appelle un champ de pesanteur, c'est-à-dire que tous les objets vont être soumis à la même accélération, G, qui va être, on va dire, la même chose partout. Alors, G, comme ceci, c'est ce qu'on va appeler donc l'accélération, je vais peut-être le noter directement, sinon je ne vais pas écrire, donc c'est l'accélération du champ de pesanteur. Et donc, ce champ de pesanteur, c'est toujours une valeur qui est donnée. Et donc, si je prends uniquement sa norme,
eh bien sa norme c'est quoi? Eh bien g est environ égal sur la Terre à 9,81 et comme c'est une accélération, on va dire que ce sont des mètres secondes moins 2. On peut aussi trouver d'autres unités comme par exemple des newtons par kilogramme. C'est exactement la même chose, c'est homogène au point de vue des unités. Une accélération est homogène à des newtons par kilogramme. Donc voilà. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, si j'applique mon principe fondamental de la dynamique, alors évidemment je vais enlever les vecteurs parce qu'on est sur seulement sur un axe vertical, donc on va pas avoir besoin de vecteurs. Donc si j'applique mon deuxième principe, ça vous donne que eh bien, la somme des forces est égale à MA. La somme des forces c'est quoi? Eh bien c'est uniquement votre poids. Donc poids, eh bien c'est égal à M fois G, qui est donc égal à MA. Et dans ce cas-là, on va pouvoir supprimer les M ici. Et dans ce cas-là, on va pouvoir en déduire que A égale G. Donc en fait, vous allez subir une seule et unique accélération qui va être exactement la même valeur que G, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde. Voilà, ça vous donne une petite application. Donc si vous êtes, c'est pour ça qu'on appelle ça accélération du champ de pesanteur, c'est parce que justement c'est homogène à une accélération ici. Alors comme G ici, alors que j'ai représenté en vecteur ici, eh bien, est vertical vers le bas, eh bien vous allez subir une accélération verticale et vers le bas. Donc on va pouvoir noter donc que l'objet, je vais le noter là donc en fait l'accélération est donc égale au champ de pesanteur. Donc ce champ de pesanteur ici, je vais le faire en plus petit. Voilà, on va le mettre là. Hein, je vais le mettre en notation vectorielle puisque c'est la même chose de toute façon. Donc on a A égale G ici. L'objet alors donc adopte donc alors eh bien, un mouvement vertical vers le bas uniformément accéléré. Donc un mouvement vertical vers le bas uniformément accéléré. Uniformément accéléré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre accélération est égale constante. On peut le noter peut-être si vous voulez ici. Ça veut dire que, entre parenthèses, donc A égale une constante. Voilà, uniformément accéléré, ça veut dire que vous avez toujours une constante. Et puis G, bah oui, c'est la même chose partout, donc forcément ce sera une constante. Voilà, ça c'est le premier cas, donc qui paraît simple, mais croyez-moi, dans les exercices, ça va être un petit peu plus compliqué. On va essayer de voir maintenant ce qui se passe. Eh bien, le deuxième cas, c'est déterminer la force, la résultante des forces, si je sais que par exemple, j'ai une indication sur mon accélération ou sur ma vitesse, puisque je peux calculer eh bien, la vitesse, l'accélération à partir de la vitesse. Alors on va prendre par exemple un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire un objet qui va se déplacer en ligne droite, toujours à la même vitesse. Donc, lors d'un mouvement rectiligne uniforme, la définition d'un mouvement uniforme, ça veut dire que votre norme de la vitesse, eh bien, c'est égal à une constante. Donc, si c'est égal à une constante, eh bien, vous savez que l'accélération A, eh bien, je vais peut-être enlever les vecteurs, on s'en moque. Donc, A de t ou A, peu importe, oui, on va mettre A de t, eh bien, est égal à d de v de t sur d de t, et si je dérive une constante, eh bien ça vous donne égal à 0. Dans ce cas-là, si j'applique le principe fondamental de la dynamique qui s'appelle PFD, eh bien je vais obtenir quoi? Eh bien je vais obtenir que la somme des forces extérieures est égale à MA. Oui, mais MA, c'est 0. Donc ça veut dire que conséquence, eh bien la somme des forces extérieure est égale à 0. Donc je pourrais avoir ici, eh bien je sais qu'il n'y a aucune force qui va s'appliquer sur mon système ou alors que toutes les forces compensent. C'est ce qu'on avait appelé en seconde, eh bien ce qu'on appelle le principe d'inertie. Donc ici, la résultante des forces est donc eh bien nulle. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Alors là c'est assez simple, par contre, si je prends rien que le mouvement ici, comment dire, en deux chutes libres, votre accélération ici n'est pas égale à une constante. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour pouvoir par exemple trouver des vitesses? C'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, alors je ne vais pas le faire ici, on va le faire en exercice, mais je vais vous montrer une petite chose. Donc si vous avez par exemple A
égale à g, et bien si vous voulez eh bien, trouver la vitesse, et bien si vous voulez la vitesse, bah, ça c'est d de v sur d de t est égal à g. Et là, dans ce cas-là, bah, si vous voulez la vitesse, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut trouver quelque chose que quand je le dérive, une fonction qui, lorsque je la dérive, eh bien, va vous donner g. Il va falloir trouver ce qu'on appelle une primitive. Alors, une primitive en fonction du temps. Et maintenant, une primitive ici, comment dire, de la vitesse, eh bien, c'est quoi? Eh bien, ça va être g fois t plus une constante ici qu'on va appeler C1. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver mon C1? Eh bien, le C1, on va partir de ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, dans les conditions initiales, que je vais appeler CI, eh bien, on va toujours vous donner dans l'énoncé, par exemple, eh bien, imaginons qu'à t égale 0, votre vitesse égale V0. Eh bien, je saurai que si je remplace le 0 ici à l'intérieur de ma formule, eh bien, je vais obtenir V0 là, ce qui va vous donner donc V0 est égal à G fois 0, puisque j'ai remplacé le t par 0, plus C1. Ce qui va vous donner que C1 égale V0. Donc voilà, je peux trouver ma constante. Donc maintenant, je sais que cette chose-là, ça va s'écrire, V égale GT plus V0. Donc ça, c'est ma première chose. Maintenant, si je veux ici ma position, eh bien, je sais que V est égal à d de x sur d de t, et donc ça va être égal à gt plus v0. Encore une fois, il va falloir que je trouve une primitive ici pour trouver le x. Alors pour trouver ma primitive, je fais x égale quoi? Alors ça va vous donner 1 demi de gt carré plus v0t plus une autre constante qu'on va appeler x0. Voilà, donc là vous voyez que ça devient un petit peu plus compliqué. On va faire des petits exercices pour essayer de le comprendre. Voilà, je vous dis eh bien à bientôt, au revoir.